Bonjour à tous, merci à tous d'être venus, c'est midi, je sais qu'il se fait faim. Ce midi, je vais vous montrer des attaques très concrètes. Le but de cette présentation, ça va être que vous sortiez de cette présentation et que vous alliez directement à la poubelle jeter vos téléphones portables. Et le tout, c'est de montrer des choses extrêmement concrètes. Toutes les vidéos que vous allez voir dans cette présentation sont du code que j'ai fait moi. Et c'est du code qui est utilisé tous les jours par des cyberattaquants, par des personnes malveillantes, et c'est vraiment inspiré de choses concrètes qui se passent dans la vie de tous les jours. Alors, commençons par le départ. Qui suis-je ? Donc, je m'appelle Baptiste Robert, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, sous le nom d'Elliot Alderson, donc le héros de la série Mr. Robot. Et donc aujourd'hui, j'ai une bonne communauté de plus de 200 000 followers. Et j'ai beaucoup travaillé sur des applications mobiles, particulièrement Android, que ce soit les applications mobiles en elles-mêmes, mais aussi trouver des vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation, donc dans les téléphones en eux-mêmes. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'avoir une exposition médiatique relativement importante dans plusieurs pays, puisque c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les applications gouvernementales et les applications gouvernementales, donc j'aime bien trouver des failles dans ces différents sites. Alors, pour être à la page, pour qu'on puisse tous parler le même langage et qu'on parte tous du même endroit, on va voir quelques bases de la sécurité très rapidement. Alors il y a quelque chose qui est essentiel en sécurité, c'est-à-dire que le but de la sécurité c'est de se protéger, mais il faut déjà savoir de quoi on se protège. Donc il y a la notion de threat model, donc vraiment le modèle de menace, et c'est de dire, ok, pour moi-même, pour mon entreprise, quel est le modèle de menace? Qu'est-ce qui me menace? Contre quoi j'ai envie de me protéger? Je ne veux pas qu'un attaquant puisse faire telle action sur tel système. Et ensuite, je vais mettre une solution en face. Mais si vous ne faites pas ce travail de lister toutes les différentes menaces qui vous concernent, forcément les protections en face ne seront pas bonnes. Alors, ensuite, il y a un second concept qui est la surface d'attaque. Donc la surface d'attaque, ça va être tous les différents points d'entrée par lesquels un hacker ou une personne malveillante peut rentrer dans votre système. Pour un système donné, la surface d'attaque peut être gigantesque en fonction du système. Et en fonction du niveau où on regarde, la surface d'attaque est plus ou moins grande. Là, par exemple, j'ai pris ici deux exemples. Sur un téléphone portable, si je vous présente mon téléphone, je vous dis voilà, ça c'est mon téléphone, comment, d'après vous, même si vous n'êtes pas spécialiste, comment je peux me faire attaquer? La plupart des gens vont dire si le câble USB, si je me branche par l'USB, le Bluetooth, le Wi-Fi, ça je comprends bien que potentiellement c'est une porte d'entrée. Je peux télécharger une application potentiellement malveillante de la part du Play Store. Je peux télécharger une application d'un site internet tierce. Je peux cliquer sur un lien malveillant. Tout ça, c'est des choses qu'on comprend assez bien et c'est les premières réponses qui vous viennent à l'esprit. Par contre, si je vous demande la surface d'attaque d'une application, mettons que vous avez téléchargé une application, vous n'êtes pas le développeur de l'application en elle-même, et voilà, on peut descendre d'un niveau et dire ok, en fait la surface d'attaque est beaucoup plus grande que ça, plus que cette application-là. Quand je vais mettre mon login mot de passe, elle va faire une requête sur un serveur. Peut-être que le process d'authentification a une vulnérabilité. Moi, j'en sais rien. Et ça, il faut que je me protège contre ça potentiellement, parce que je ne veux pas que mes credentials partent dans la nature. Donc, c'est là où il faut faire ce travail, encore une fois, de listing et dire, ok, quelle est ma surface d'attaque? Et à un niveau très fin, sur une application, il faut que je m'assure que toutes mes données soient vraiment protégées. Et c'est ce qu'on va s'amuser à faire dans le reste de cette présentation, sur un exemple encore une fois très concret. Alors, on va voir différents points d'entrée sur un téléphone portable et avec les présentations. Donc la première chose qui vient à l'esprit et qui est
grand public, c'est le man in the middle. Le man in the middle, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on est sur un réseau, qui soit public ou privé, et on a un attaquant entre nous, entre notre téléphone, qui va faire des appels à son serveur, et entre notre téléphone, l'application qui est dans notre téléphone, et le serveur de l'application elle-même. Et cet attaquant-là va être capable de voir toutes les requêtes qui passent et va être capable de les déchiffrer ou pas. D'où l'importance, et c'est le point qui vient juste derrière, d'utiliser de l'HTTPS. Donc, d'où l'importance d'utiliser de l'HTTPS, puisque... Alors, pour moi, utiliser de l'HTTPS. Mais, c'est-à-dire que si vous avez un attaquant sur le réseau qui écoute vos requêtes, si les requêtes sont faites en HTTPS, le contenu de la requête sera illisible pour lui, puisqu'il n'a pas les clés de chiffrement, et donc il va voir effectivement que vous avez contacté telle adresse IP, ça lui fait déjà une information en soi, mais il n'a pas le contenu. Et alors que si une application, vous en savez rien en fait, une application que vous téléchargez sur le Play Store, qui est fait en HTTP parce que le développeur en question n'a pas pris la peine de générer un certificat, si il y a un call HTTP qui est fait à son serveur, l'attaquant qui sera au milieu va avoir tout le contenu. Donc c'est très très important de déployer l'HTTPS. On a vu qu'il y a un gros effort qui a été fait ces dernières années à ce niveau-là, mais il en reste toujours, et particulièrement sur le mobile. Et on voit que c'est un problème qui est cross-platform, que ce soit sur iOS ou Android. Alors, Android et Apple ont lutté, c'est des stats qui commencent à dater, mais ont lutté un petit peu par rapport à ça, mais c'est encore présent, et c'est une vraie menace en elle-même. Alors, pour montrer cette menace, il y a des outils très très pratiques en fait pour les attaquants, qui sont des outils open source, qui s'utilisent très bien, qui sont franchement faciles d'utilisation. Donc on a un logiciel qui s'appelle BetterCap, qui a été fait par quelqu'un de très talentueux, qui permet de faire ce genre de choses. Donc on va se mettre sur un réseau, on va dire je veux tous les paquets de tout le réseau. Je veux, si quelqu'un fait une requête, je veux que ça passe par moi et ensuite moi je transférerai. Et ça permet de voir vraiment qui est connecté, qui fait quoi, qui demande quoi. Et pour illustrer ce propos, alors j'ai une petite vidéo, donc je suis passé à Quotidien, donc l'émission de TMC il y a 2 ans, 3 ans, et donc on est allé à Toulouse, dans ma ville, et on est allé à la salle de spectacle, pas très très loin de mon ancien appartement, et on s'est dit, ok, on va essayer de se connecter à la salle de spectacle, voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai sorti, je suis en face, hein. Donc là on s'est mis devant l'entrée principale, mais on pouvait se cacher, au début on s'était mis sur une poubelle, hein, derrière la salle. Et là, le journaliste se connecte au réseau, je vois son adresse IP, l'adresse MAC également, donc je sais, je suis capable d'identifier que son device est rentré. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va se connecter à un site internet. Il me dit, ok, je fais quelque chose, essaie de deviner. Et là, je vois très bien qu'il s'est connecté au site de TF1 pour regarder une vidéo. Je sais quelle URL, sur le site internet, qu'il est en train de regarder, et en même temps, il a reçu un mail. Il a reçu un mail de sa boîte de production. Donc je suis capable de, assez finement, dire, ok, là il y a quelqu'un, il y a telle adresse IP, avec telle adresse MAC, c'est quelqu'un qui travaille chez Bongoumi, donc c'est probablement un journaliste, il est en train de regarder ça sur son device, et je peux assez finement le profiler. Donc, on voit bien les problèmes du man in the middle, c'est extrêmement concret, puisque c'est quelque chose qu'on a fait. Et voilà. Le prochain point d'entrée, qui est très intéressant, c'est les applications préinstallées. C'est une menace qu'on connaît quasiment pas, très peu, et qui est inconnue du grand public et même parfois des spécialistes. C'est-à-dire que quand vous achetez un téléphone portable, vous le sortez de la boîte, il y a déjà des choses dedans. Il y a déjà des applications qui sont installées. Et parfois, en fait, il y en a des centaines. Et toutes cette centaine d'applications, vous ne les connaissez pas, vous ne savez même pas qu'elles existent. Il y en a, la plupart n'ont pas d'icône, mais elles font des choses. Il y a du code qui tourne, ça fait des choses, ça envoie des données à l'extérieur. Et tout ça a été mis par le fabricant de téléphone, par
sans aucune supervision la plupart du temps, et il n'est quasiment jamais audité parce que personne n'a le temps d'auditer ça. Et donc, quand on regarde les applications préinstallées, la majorité de ces applications préinstallées sont des applications système. Ces applications système sont installées donc, dans deux partitions différentes, système app et système privat, et donc, comme je disais, sont préinstallées. La particularité de ces applications, c'est qu'elles ne peuvent pas être désinstallées. Elles sont là, elles étaient là avant que vous ouvriez la boîte, et vous ne pouvez pas les enlever. Et en plus, elles ont tous les droits. C'est-à-dire que la petite pop-up, par exemple, l'application machin veut utiliser Bluetooth, lui n'a pas besoin de vous le demander. Il a déjà le droit d'utiliser Bluetooth. S'il va avoir votre localisation, il peut aussi. Donc, c'est par définition, c'est une application système. Et donc, on va voir deux exemples très concrets chez un constructeur assez connu, Samsung. Donc, si vous prenez un téléphone Samsung, il y en a sûrement des gens dans la salle qui ont un téléphone Samsung, vous prenez l'application calculatrice. La calculette, une application assez inoffensive en soi. Et en fait, si vous rentrez ce code-là dans l'application calculatrice, qui est un code que vous ne pouvez pas forcément deviner, voilà, vous n'allez pas tomber sur ce code par hasard, c'est une évidence. Si vous rentrez ça, il y a une deuxième application qui va s'ouvrir, qui s'appelle DR Parser Mode. Cette application, si vous lui rentrez un autre code, étoile dièse 9900, ça va ouvrir une troisième application qui s'appelle System. Et cette application-là, qui est une application qui est assez connue, qui commence à être connue, puisque c'est l'application qu'utilise le personnel de Samsung pour faire du dépannage. Sauf que cette application-là, elle a quelques problèmes. Donc, en fait, on voit déjà, en regardant les intitulés, on voit qu'on peut faire pas mal de choses. On peut activer, désactiver du log, on peut rajouter du log de debug, on peut faire des core dump, on peut faire des choses techniques assez profondes. Et cette application System est une application système. Donc, elle a le droit de faire beaucoup de choses. Et les gens de Samsung n'étant pas complètement bêtes, ils se sont dit on va griser des boutons. Donc les 3 boutons sont des fonctionnalités un peu critiques qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir le 3e écran qui vous dit il faut rentrer un code. Et donc, en bon hacker que je suis, je me suis retrouvé en face de ce pop-up qui dit ce menu-là n'est pas autorisé dans une version commerciale. Donc déjà, c'est assez rigolo, c'est un téléphone que j'ai acheté à la Fnac, hein, donc voilà, j'ai rien fait de plus. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas internet sur ce téléphone. Il me demande un code. Et ce code, où est-ce qu'il est généré? Ah ben, il est généré en local. Donc je vais essayer de comprendre comment le code est généré. Donc j'ai réussi. Et une fois qu'on rentre le bon code, on a accès aux fonctionnalités. On peut faire par exemple du TCP dump. Donc le TCP dump, c'est un petit exécutable qui permet de sauvegarder toutes les requêtes réseau qui sont faites sur le téléphone. Donc potentiellement, ici, on a une fonctionnalité qui est cachée, que vous n'allez pas trouver si vous ne la cherchez pas, et qui permet de, par exemple, enregistrer toutes les communications réseau faites par le téléphone. Si vous cliquez sur un autre bouton qui s'appelle IMS Logger, ça vous va ouvrir une 4e application qui s'appelle IMS Logger, qui permet notamment, vous le voyez sur l'écran en haut à droite, d'enregistrer une vidéo de l'écran pendant 1 heure. Donc je peux, si j'active cette option, je vais avoir un fichier vidéo stocké sur la carte SD qui va enregistrer quand vous faites votre schéma de déverrouillage ou ce genre de choses. Et puisque la vidéo est toujours meilleure, donc on rentre le code, ce que je racontais tout à l'heure, on met l'étoile dièse 9900, on a accès aux différentes fonctionnalités, donc on voit qu'on a énormément de choses. Donc on me demande le fameux code OTP, je le calcule sur une autre machine, histoire de l'avoir rapidement. Donc c'est un code de mémoire 6 chiffres. Et en fait, ce code-là est différent en fonction des modèles. Donc en fonction des modèles et en fonction des pays, le calcul est un petit peu différent, mais c'est pas extrêmement compliqué de comprendre comment ils font. Donc on voit que j'ai réussi à passer l'authentification. Et là, je peux démarrer mon TCP dump et dumper le réseau sur n'importe quelle interface.
on arrive à la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, la plupart d'entre vous ne connaissent pas Fomaco. Fomaco, c'est une société qui fait des badgeuses. Des badgeuses pour badger notamment ce que vous avez au poignet. Donc, vous vous baladez aux assises et tous les fournisseurs vont vous demander de badger votre badge pour récupérer votre nom, votre fonction principalement. Donc, en bon hacker que je suis, je me suis levé ce matin, après une petite nuit, je me suis dit, mais quand même, cette badgeuse, c'est intéressant. Et si on pouvait faire quelque chose avec? Donc, j'ai pris la badgeuse avec l'autorisation de Jean-Michel, évidemment. Je l'ai branchée à mon ordinateur et j'ai vu un premier problème. C'est-à-dire que je l'ai branchée et par défaut, j'avais déjà une console. Donc, on peut imaginer un scénario d'attaque. On a un fournisseur qui est sur un stand, qui discute avec un client, il a posé sa badgeuse ici, moi je passe, je m'en vais, et je repars avec la badgeuse un court instant, je la branche sur mon ordi, et déjà j'ai une console. Ce qui veut dire que je peux installer une application. Je peux installer une application malveillante de mon choix sur la badgeuse du fournisseur. Donc ça c'est le premier problème. Et en fait quand on regarde cette badgeuse-là, qui n'est qu'un téléphone Android, avec une version customisée d'Android, on voit que sur la carte SD, les informations scannées sont stockées de manière pas très sécurisée. Pour pas dire, c'est juste un fichier texte qui est enregistré en clair sur la carte SD. Et quand vous regardez la copie d'écran ici, donc vous voyez que dans la carte SD, on a un dossier qui s'appelle Leads Histo. Leads, c'est le nom de l'application en elle-même. Et là, sur la badgeuse en question, on a une badgeuse qui n'a pas été réinitialisée. Donc, on a Assise 2019, on a l'édition précédente, on a Assise 2020, évidemment, aujourd'hui, et on a un autre salon où la badgeuse a servi SBE 2020. Donc, on a donné au fournisseur ici une badgeuse qui n'a pas été réinitialisée, avec de la donnée utilisateur qui est encore présente. Et quand on regarde un petit peu ce fichier, donc quand on regarde un petit peu le fichier texte qu'il y a à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a l'identifiant de la badgeuse, il y a l'identifiant du visiteur, donc c'est des puces RFID, donc vous allez avoir tous un identifiant spécifique, et il y a les notes faites par le fournisseur. Donc par exemple, ici, donc on a masqué les noms, il y avait des noms et prénoms de personnes, en disant bah, un tel, il est RSSI de telle boîte, il a été dev. Il y en a un, c'est lui et RSSI, ancien dev et hacker, par exemple. Ça, c'est des données de 2019 d'une société qui n'est pas la nôtre. Et voilà. Donc, c'est un exemple très concret, très fun, très actuel, d'un système qui est utilisé dans le cadre d'un événement qui est un événement important, et de sécurité en plus, mais qui présente des failles manifestes et super simples à trouver. Et ça a mis... j'ai mis plus de temps à faire le slide qu'à trouver la faille. Il faut ajouter qu'on pouvait le faire avec Mobile Iron sans avoir besoin de faire USB voilà. debug. Hein. Effectivement, c'est avec la solution de Mobile Iron, ce genre de choses est pas possible dans ce cas-là, puisque effectivement tout ce qui est insecure storage, ce genre de vulnérabilité va être détecté. Donc sur la partie Play Store. Donc, on a vu, je retourne à ma surface d'attaque qu'on a vue au tout départ, et si je télécharge une application du Play Store. Sur le Play Store, on a des applications qui vont abuser de ce qu'on appelle les Accessibility Services. Donc, les Accessibility Services, c'est quelque chose de très bien, qui existe depuis le début d'Android. Ça permet à une personne qui a un handicap léger ou sévère d'utiliser un téléphone Android. Moi j'ai vu par exemple des personnes aveugles utiliser Android, plus que grâce à une application, en fait elle tapait sur l'icône et ça lui disait vous venez de taper sur l'icône de Snapchat, sur l'icône de Facebook. Donc c'est une fonctionnalité qui a du sens. Mais comme toute fonctionnalité qui a du sens, elle a été détournée par les hackers et par les personnes malveillantes. Plus qu'avec un Accessibility Services, on peut observer toutes les actions qui se passent sur l'écran. Donc je sais quand est-ce que vous avez cliqué, je peux générer un clic, je peux récupérer le contenu de l'écran.
Donc en disant, bah voilà, vous êtes en train de regarder tel écran avec tel message, et s'il y a un texte view, par exemple, s'il y a un texte, je peux récupérer le contenu du texte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour une personne malveillante. Plus que si je veux récupérer, mettons, un second facteur, vous connectez à votre banque, vous mettez votre login, mot de passe, vous utilisez une application pour générer un code second facteur, je peux récupérer ce code-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, j'ai créé une application de calendrier. Puis une application toute bête. C'est vraiment, voilà, c'est une application de calendrier toute bête et qui me demande d'activer les Accessibility Services. Moi, je suis quelqu'un de discipliné. Je le fais, je ne sais même pas ce que c'est, donc voilà. Et on voit que je me log à ma banque, je regarde, enfin là c'est Amazon, et on voit que je génère un code second facteur avec l'application Google. Et en fait, mon application calendrier, qui est une application malveillante, qui est un service malveillant qui va tourner en fond, va détecter que j'ai ouvert l'application Google Authenticator et va lire le contenu de l'écran et va dire « Ok, il y a un nouveau code qui vient d'être généré et je l'envoie en temps réel sur le serveur contrôlé par l'attaquant. » Ici, c'est Firestore, donc c'est une base de données en temps réel. Et on a bien vu que une fois que le code a changé, en temps réel, j'avais le nouveau code. Donc ça permet tout à fait, dans des situations bien particulières, de récupérer le code second facteur. Et ça, c'est des choses qui sont utilisées. C'est du code qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Ça, c'est un des problèmes sur Android. Après, un autre point d'entrée, c'est les applications qui proviennent de sites tierces. Vous avez un site internet, un site de dating par exemple. C'est le Hamas notamment qui a fait ça. Ils ont créé des faux sites de rencontres avec voilà, des belles photos, etc. En disant voilà, vous voulez rencontrer l'âme sœur, téléchargez cette application depuis notre site internet. Donc il y a plein de personnes qui l'ont fait. Et en fait, il se trouve que cette application était un spyware pour récupérer de la donnée sur le camp ennemi. Et donc dans les différentes fonctionnalités d'un malware potentiel, il y a ce qu'on appelle les notification listener. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps, quasiment le début d'Android, et qui permet à une application donnée d'écouter le contenu des notifications. Donc, comme la plupart des personnes, je pense, dans cette salle, il y en a très peu qui ont modifié les réglages des notifications. Quand vous recevez un message sur WhatsApp, vous avez le contenu du message dans la notification. Et il se trouve que si vous avez une application malveillante qui est installée sur votre téléphone, cette application malveillante va être capable de récupérer votre notification et donc le contenu. Et c'est quelque chose, c'est pas du théorique. Là, on parle de choses très concrètes. Par exemple, c'est quelque chose les applications malveillantes qui utilisent un notification listener, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours, notamment pour récupérer tout ce qui est Bitcoin, etc., tout ce qui est les seconds facteurs de ce type de sites, qui sont très en vogue chez les cybercriminels, puisque c'est des choses qu'on peut facilement après recycler. Donc, c'est l'heure d'une nouvelle démo. J'ai créé cette fois-ci une application qui est l'application 2048, que vous connaissez sûrement tous, qui est un petit jeu sympa où il faut bouger des cases, qui est une application open source. Cette application, je l'ai customisée, j'ai rajouté un service malveillant à l'intérieur, histoire de récupérer l'information. J'active le notification listener, je suis quelqu'un de discipliné, on me demande, je fais, et je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Je joue à 2048 et je reçois un message. Et en fait, il se trouve que ce message-là, WhatsApp, a directement été lu par mon service malveillant et a été envoyé directement sur le serveur contrôlé par l'attaquant. Et ici, on voit bien que voilà, j'ai reçu en temps réel tous les messages WhatsApp qui arrivent sur mon téléphone. Donc on voit très bien ici qu'on parle de choses très concrètes, directes, c'est-à-dire qu'on a des applications malveillantes qui sont installées, et donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, et c'est là où la solution de Mobile Iron est très intéressante, puisque si vous avez un collaborateur ou vous-même qui installez une application
qui n'est pas vérifiée, qui vient d'une source un peu qu'on ne connaît pas, il faut faire extrêmement attention, et c'est là où une solution dédiée sur les terminaux a du sens pour sécuriser un petit peu tout ce qui est terminaux mobiles. Alors, comme j'ai parlé beaucoup trop vite, j'avais prévu le coup, j'ai un backup. Alors, et tant mieux, on verra plus de choses. Je vais vous parler maintenant de quelque chose d'un peu plus complexe. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu précédemment, utiliser les Accessibility Services, faire du Notification Listener. C'est des choses assez faciles à faire pour un développeur d'application lambda. Après, on peut aussi trouver des failles de sécurité à l'intérieur du système d'exploitation en lui-même. Et il y a un groupe israélien qui commence à être pas mal connu, qui s'appelle le NSO Group, qui ont trouvé une faille de sécurité qui a reçu cet identifiant. Donc, le NSO Group, c'est une société qui commence à être très connue, notamment pour son spyware le plus connu, qui s'appelle Pegasus. Pegasus, c'est un spyware très puissant qui a été utilisé par plein de personnes, des gouvernements plus ou moins amicaux, on va dire ça comme ça, et qui a été utilisé contre des opposants politiques, des activistes, des avocats. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment l'actualité, il y a des grosses questions éthiques. Et fin 2019, de mémoire, Google a reçu des indications comme quoi le NSO Group utilisait une faille de sécurité sur un de ses produits, sur Android. Donc ils ont cherché, ils avaient quelques indices et ils ont essayé, ils ont essayé de remonter le fil et ils ont réussi. Ils ont trouvé cette vulnérabilité qui est une vulnérabilité vraiment pour faire dans le très haut niveau, dans l'Inter-Process Communication System, donc quelque chose de vraiment très central et qui permettait de compromettre en fait tout le device. C'est-à-dire que vous avez une application qui exploite cette vulnérabilité, il peut faire tout ce qu'il veut sur votre téléphone. Il peut récupérer tout ce qu'il a envie, il les route, donc il peut récupérer vos contacts, vos messages, vos SMS, il peut vraiment tout faire. Et c'est ce type de faille, ça existe, c'est le genre de faille qui vaut grosso modo entre 500 000 et $1 million aujourd'hui, donc c'est extrêmement compliqué à trouver, il y en a, mais ça demande des équipes, des gens extrêmement spécialisés, mais il y en a et c'est utilisé. Et c'est d'ailleurs utilisé, on a les preuves, plus que vous voyez, vous avez les fiches Play Store. Ces 3 applications sont des applications qui étaient sur le Play Store et qui utilisaient cette faille. Donc on a des exemples concrets, directs, d'une utilisation par quelqu'un de malveillant de cette faille. Et donc c'est ce que je me suis amusé en fait à reproduire. Donc là j'ai créé une application de 2048 de la même manière et j'ai laissé un écran blanc de manière intentionnelle. Pendant cet écran blanc, je ne l'ai pas fait en fond, mais l'idée était de dire j'allume mon application 2048 et en fait il se passe quelque chose en fond. Et là, ce qui se passe en fond, c'est que j'exploite la vulnérabilité et que j'installe une application à l'insu de l'utilisateur. Donc là, je joue à mon 2048 qui fonctionne. Et là, on voit bien que j'ai une nouvelle application, l'icône jaune. L'icône jaune n'était pas là au départ. Et c'est une application qui a été installée à l'insu de l'utilisateur sans son consentement. Mais là, j'ai mis une application qui a une icône, mais je peux très bien mettre une application qui n'a pas d'icône. Ça ne pose pas de problème. Donc c'est vraiment plus pour la démonstration. Donc on voit bien ici qu'il y a des failles qui sont des failles très complexes, coûteuses, mais qui peuvent être utilisées. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des solutions dédiées mobiles, plus que la menace est présente. Voilà. Merci à vous et je suis disponible pour les questions. On vous a laissé 10 minutes.